Hello les passionnés d'industrie et de RH. Bon, ce podcast, je l'ai vraiment pensé pour vous. Et son objectif, c'est de vous partager des stratégies, des astuces et de l'actionnable pour redevenir l'industrie qui fait envie. Et moi, je suis Claire Tonaillot, je suis hôte du podcast et fondatrice de Be Wanted. Mon objectif, c'est de faire rayonner l'industrie. Enfin, surtout la vôtre. Je vous aide à élaborer des stratégies d'attractivité et de fidélisation des talents qui accompagnent la croissance de votre entreprise. Mais je ne suis pas seule à ce micro, puisque chaque mois, je reçois 2 invités qui vous présentent chacun 4 thématiques et donc 4 épisodes. Alors, c'est un shot de bonnes pratiques et de benchmarks que vous trouverez dans vos oreilles chaque lundi et jeudi. Allez, j'ai terminé, c'est parti pour l'épisode et bonne écoute. Salut Lucie. Salut Claire. Donc du coup c'est toi qui prends la suite de Jason sur cet épisode 2. Donc on est jeudi et on va aborder un sujet qui est un peu c'est un peu mon sujet chouchou des RH. C'est la culture d'entreprise et on va aller chercher avec toi comment en fait la culture d'entreprise et la mission de Fermat peut être un levier puissant dans la performance RH. Yes, Voilà. Trop bien. Hâte de commencer ce podcast. Bon, c'est parti. Alors, par contre, j'ai 3 petites questions. Tu sais, on en a parlé. Ouais. J'espère que tu les as pas bossées parce que tu dois répondre un peu du tac au tac. Comme Ah. ça. Donc, dis-moi, qu'est-ce qui t'anime dans ton quotidien? Qu'est-ce qui te révolte et qu'est-ce qui te fait peur? Écoute, ce qui m'anime, c'est la nouveauté dans mon quotidien. Ce qui me révolte, je dirais que c'est l'indifférence. Ok, dans quel sens? L'indifférence des gens face à des situations, l'indifférence au quotidien, ne pas prendre en compte les autres. Je dirais que c'est ça qui me révolte. Ok. Voilà. Et qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui me fait peur? Le dérèglement climatique. Donc ça me fait flipper, ouais. Ok. Vraiment. Ouais, je comprends, je partage. Écoute, maintenant, la Terre entière ne te connaît pas. C'est sûr. Je propose à ce que tu te présentes, t'expliques un peu qui tu es, ce que tu fais chez Fermat, etc. Carrément. Écoute, pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Lucie. Bonjour Lucie. Bonjour Claire. Diplômée du coup DRH. J'ai commencé ma carrière dans le recrutement. J'ai commencé à Toulouse. Ensuite, je suis partie à Montréal pour la même boîte pour laquelle je travaillais à Toulouse. Donc je suis restée 2 ans du coup à Montréal, c'était super chouette. Okay. Et ensuite je suis arrivée à Paris. Et du coup je suis à Paris depuis 4 ans. Et ça fait maintenant 2 ans que je bosse pour Fermat. Et tu vis bien à Paris depuis 4 ans? Et écoute, je vis bien. Je t'avouerai que la transition Montréal-Paris, je pense que c'est pas celle que font les gens la plupart du temps. Et je peux comprendre pourquoi. On est plutôt sur du Paris-Montréal que sur du Montréal-Paris. Ouais. Parce que c'est pas vraiment la même culture ou en tout cas manière de vivre au quotidien. On commence du coup sur ce 2e épisode. Donc tu prends la suite de Jason. On a discuté optimisation du processus de recrutement et forcément il y a un lien direct avec le sujet de la culture d'entreprise et tu vas nous expliquer comment la culture et le fait que ce soit une entreprise à mission sont un vrai levier de performance pour Fermat et ses fermateurs et pour les RH évidemment. Bien sûr sans pression, je te l'ai dit, mais c'est un sujet mon sujet genre favori. Ok. Donc on va aller creuser tout tout tu ça. vas aller creuser. Ok. Ouais, ok. Est-ce que déjà tu peux reposer un peu un cadre? Donc Jason nous a expliqué quelle est Fermat, quelle est sa mission, etc. Mais est-ce que tu peux nous redire vraiment c'est quoi la mission et comment elle influence en fait la culture de l'entreprise? Ouais. Écoute, notre mission à nous aujourd'hui, c'est vraiment d'en finir avec l'enfouissement de la fibre de carbone. Et de pouvoir donner une seconde vie à ce matériau qui est quand même assez unique. Et donc forcément, ça a un impact direct sur la culture de boîte, même si on n'est pas tous des écolos au maximum. Mais en tout cas, on a tous cette valeur en commun d'engagement pour un avenir plus durable. Et c'est d'ailleurs
ce pourquoi c'est notre valeur fondamentale aujourd'hui chez Fermat, et c'est celle qui nous anime vraiment au quotidien. Et c'est notre valeur vraiment socle et fondamentale. Ok, c'est beau ce que tu dis. et du coup, en tirant un peu cette ficelle, en quoi est-ce que cette mission, en quoi est-ce que cette culture qui du coup est assez forte chez vous, en quoi est-ce qu'elle peut être un levier de performance, tu vois? Ouais, c'est une super question. Pour moi, la culture d'entreprise, c'est un levier de performance RH parce que la culture, elle va traduire les règles, les comportements, la façon de travailler au sein de l'entreprise. C'est un peu comme si la culture, finalement, ça régit clairement ta manière de travailler au quotidien. Et je pense qu'il faut réussir aussi à s'adapter à cette culture parce que chaque boîte a une culture qui est ultra différente et chaque culture doit être aussi unique, je trouve. Et donc, pour revenir à Fermat, on a 2 aspects importants de notre culture. La première, c'est la culture du feedback. Qui est hyper importante, qu'on a mis en place depuis maintenant pas loin d'1 an, qu'on a vraiment renforcé depuis le début de l'année. Et la deuxième, je te dirais que c'est la culture de l'écrit au maximum. Donc que tout puisse passer par écrit, qu'on soit bien organisé. Ouais, pour la traçabilité aussi, pour pas perdre de temps en fait. La réunion pour la réunion, ça sert à rien. La réunion, elle doit avoir un objectif et c'est tout. Tu vois, si on a un point à traiter, on en discute. Mais s'il y a pas besoin de discussion et si c'est juste de l'info, pas besoin de passer par une réunion. Mais tu vois, moi je baigne depuis pas mal d'années dans l'environnement industriel, c'est quand même une culture assez industrielle. Ouais. Tu vois, orientée performance, orientée maîtrise du temps, de ses standards. Donc vous êtes un peu sur 2 cultures. Ouais, entre complètement. La culture un peu start-up qui nécessite agilité, etc. Et la culture industrielle, bon, il en faut aussi de l'agilité, évidemment. C'est pas forcément de l'opposition, mais tu vois, vous naviguez toujours entre 2 cultures. C'est clair. Et c'est chaud. Ouais, et c'est ce qui fait un peu, c'est même ce qui fait clairement notre différence aujourd'hui. C'est cette double culture, parce que tu le dis très bien, à la fois on est une start-up, donc les choses vont très vite, il y a beaucoup de dynamisme, il y a plein de choses qui avancent, et en même temps, on est face à une industrie, enfin, je veux dire, on a des machines, il y a des règles de sécurité, il y a de l'exigence derrière, il y a des sujets où, on n'a pas forcément le droit à l'erreur, il y a vraiment cette excellence derrière, et en même temps, j'ai envie de rajouter qu'on a des défis qui sont incroyables aujourd'hui, parce que ce qu'on fait, on savait pas le faire il y a 2 ans, et ce qu'on saura faire dans 4 ans, on sait pas le faire aujourd'hui, en fait. Donc, il y a une inconnue par rapport à ça, qui est hyper, qui est importante et qui fait partie aussi, je pense, de notre culture d'entreprise, parce que faut être aussi à l'aise à des fois ne pas avoir réponse à toutes les questions, parce qu'on est en train de créer quelque chose. Et ça, c'est aussi... Mais ça convient pas à tout le monde, tu vois. Non. Ah bah c'est sûr. Parce que il y a beaucoup de personnes, t'as dit en te présentant que toi tu adorais la nouveauté, le challenge, etc. Mais tu as aussi toute une partie des collaborateurs qui eux vont être en recherche de confort. Bien sûr. De confort, tu vois, dans le sens je sais où je vais et je suis dans ma zone de confort, etc. Vous dans cet environnement-là, en fait comme tu le dis, vous savez pas de quoi demain sera fait, quoi. Exactement. Même si on a clairement une stratégie, on sait où on va, il y a pas de sujet par rapport à ça, mais des fois il y a des moments où il y a un peu je dirais de l'ambiguïté ou une zone de flou, du mode projet. Exactement, du mode projet, des fois il faut partir d'une feuille blanche, bon pas surtout bien entendu, mais il y a des choses où des fois il y a quand même une zone d'inconnu, donc je pense qu'il faut aimer un peu entreprendre et en même temps aimer la nouveauté. Il faut aimer les changements, il faut que ça t'anime en fait. Je trouve les changements, parce que si ça t'anime pas, si t'as besoin d'un, ça colle pas en fait. De la boîte, quoi. Ouais. Et tu vois, alors je sors complètement, je t'avais prévenu, je sors complètement du cadre qu'on a préparé aussi, qu'on se le dise. Mais tu connais les concepts de culture feed ou culture ad?
Ouais. Tu vois, tu sais, culture fit, tu vas vraiment chercher des gens qui fit, qui sont faits pour ta culture, où tu sais que tu vas chercher vraiment ces valeurs, ce partage de mission, etc. Le culture ad, où tu vas plus chercher, alors faut pas forcément les opposer, mais où tu vas plus chercher, tu vois, des profils un peu différents pour justement avoir une polyvalence, une compétence, une diversité aussi dans les personnalités, etc. Est-ce que tu crois que du coup, pour faire maths, je t'avais prévenu que je partais complètement. Est-ce que tu crois que pour faire maths, il faut, vous faites un choix, vous êtes plutôt culture fit, culture ad, comment tu te positionnes? Bah, je te dirais qu'on a quand même pas le choix de faire un peu des deux. Donc, c'est sûr qu'il y a un socle commun qui fait que le culture fit, bah, clairement, en fait, on le teste aujourd'hui dans nos process de recrutement. Donc, c'est certain que si quelqu'un est pas du tout à l'aise avec les changements ou avec la nouveauté, ça c'est quelque chose. Bah en fait c'est sûr que ça fonctionnera pas. Si la personne n'est pas curieuse je sais pas, n'a pas la capacité à apprendre hyper vite des nouvelles choses, acquérir de nouvelles compétences, bah forcément ça marchera quand même vraiment beaucoup moins bien chez nous. Après, moi je pense que le culture ad, il est hyper important parce que il faut apporter de la diversité en fait dans ta culture, dans ta manière de voir les choses, et c'est ce qui fait aussi que tu vas réussir à débloquer un peu parfois des situations. Et donc pour moi on peut pas vraiment les mettre en opposition, mais c'est sûr que y a un culture fit qui doit être quand même fort, mais en même temps tu peux un peu t'éloigner et du coup par la personnalité de certaines personnes apporter de nouvelles choses quand même. Ouais. Oui, parce que c'est ce qui va faire la richesse Exactement. des effets de vos collaborateurs, vos formateurs, pardon. Exactement. Ok. Et je pense que la culture d'entreprise aussi, elle, il y a vraiment ce que j'appelle le socle, donc avec nos valeurs, nos rituels, notre manière de travailler. Mais tout ça doit s'adapter. Aujourd'hui, on est une boîte, on est 130. Demain, on sera peut-être 500 et après-demain, on sera peut-être 5000. Mais le jour où on est 5000, j'imagine bien que la culture, elle sera pas tout à fait la même qu'aujourd'hui. Donc, il faut aussi un peu faire avec son temps. J'ai l'impression de parler comme une vieille, mais du coup, tu vois, c'est normal que la culture, à un moment donné, elle s'adapte aussi à l'entreprise et qu'il y ait des choses qui changent et qu'on soit OK avec ça. Du coup, vous l'avez écrit. Est-ce que au moment de l'intégration, vous leur remettez quelque chose? Comment vous les baignez en fait dans cette culture? C'est une très bonne question. Tout est écrit. Okay. Comme je te le disais, la culture de l'écrit, c'est important chez nous et ça fait partie de notre culture, donc forcément, c'est écrit. C'est écrit, c'est transmis. Là, on est justement en train de travailler à un playbook qu'on pourra donner à nos candidats pour qu'en fait, en avance de phase, ils puissent déjà comprendre un peu plus cette culture. Parce que sur le site, sur le site internet, tu peux pas forcément, je trouve, aller dans le détail à chaque fois. Autant un playbook, c'est vraiment quelque chose qui va te permettre de comprendre, je pense, au travers de quelques slides, de quelques informations, de pouvoir comprendre mieux notre culture. Et donc ça, c'est vraiment le avant. Et une fois que les personnes arrivent chez Fermat, elles ont ce qu'on appelle chez nous un Fair Buddy, qui pour moi est vraiment la personne qui est garante qu'en fait tu t'adaptes à la culture. Donc expliquer comment on travaille, nos rituels, sur quels outils on fonctionne. Ça fait vraiment partie de son rôle, quoi. Ça fait partie de son rôle aujourd'hui. Donc ouais, c'est hyper intéressant. Et je sais que c'est pas facile comme question, mais j'ai envie d'aller te chercher quand même là-dessus. Vas-y. Tu parles de rituels, de qu'est-ce qui pour toi illustre votre culture? Dans nos rituels, bon, on a plusieurs rituels d'entreprise, on a des Hollands où on se retrouve tous ensemble pour discuter de tu vois, de ce qui s'est bien passé le mois dernier, ce qui s'est moins bien passé. Donc c'est hyper intéressant d'avoir ce rituel. On a aussi des rituels de séminaires, tu vois, où tous les ans on invite toute l'entreprise aussi sur 2 jours en général pour tu vois, la dernière fois justement on a fait toute une demi-journée sur le feedback dans le séminaire pour te montrer à quel point en fait c'est important pour nous que le feedback fasse partie intégrante de notre culture d'entreprise, parce que pour moi le feedback c'est quand même nourrir l'autre en retour par rapport à une situation très spécifique. C'est de grandir en fait. Exactement, c'est permettre à la personne de pouvoir grandir au travers du feedback que tu vas lui donner. Et c'est pour ça, on faisait le lien tout à l'heure avec la performance, mais
pour moi, c'est un levier direct, en fait. Parce que plus tu vas avoir des feedbacks, donc plus tu vas être nourri, plus tu vas grandir, en fait. Bah oui. Et donc, faire grandir l'entreprise. Et faire grandir l'entreprise. Et donc, je trouve ça vraiment génial. Donc voilà, en termes de rituels, on a ce genre de rituels. On a aussi des rituels un peu moins informels, avec des drinks ou autres qu'on a tous les mois. Mais bon, ça, c'est vraiment de l'ordre de complètement de l'informel. Donc, vous allez boire des coups. Exactement. Ce qui est quand même assez sympa, on va pas se mentir. Et en arrivant, j'ai vu aussi qu'il y avait, Jason m'a proposé des fruits, des petites noix de cajou, tu vois, des petits trucs comme ça. Ouais, bon, ça, c'est la base, tu vois. Enfin, en fait, je trouve que c'est la base, mais bon, non, c'est pas la base. Mais non, tu vois, on a des fruits tout le temps. Mais bon, pour moi, ça, c'est vraiment du nice to have, quoi. Je te dirais. Ok. Donc, voilà. Et dans peut-être vos échanges, tu vois, la manière de communiquer, tu vois, ne serait-ce que, je connais 2 personnes chez Fermat, toi et Jason, tu vois, mais vous avez un mode de communication que je perçois, en tout cas vu de ma fenêtre, tu vois, très simple, très abordable, très, voilà, on se marre aussi. Ouais. Tu vois, il y a quelque chose aussi. Est-ce que c'est vraiment de l'ordre d'une empreinte? Est-ce que c'est vraiment comme ça que vous communiquez? Tu vois, en fait, ça a été très facile de rentrer en contact avec vous et ça l'est encore plus d'échanger. Tu vois ce que je veux dire? Et oui, et ça, c'est pas forcément d'ailleurs quelque chose qui est écrit, le côté simple. Mais oui, je pense que c'est simple de travailler chez Fermat et dans nos échanges, on est simple aussi, on sait se dire les choses. Et surtout, tout le monde va venir t'aider si t'as un sujet. Enfin, en fait, si t'as besoin d'aide, des gens seront là pour t'aider. Et je te dirais qu'il y a aussi, cette simplicité dans les relations du quotidien, de savoir de savoir se dire les choses, quand ça va pas, comme on fait au Lens en fait. Tu vois. Mais tu vois, moi, ce que t'évoques, je l'avais pas perçu avant notre échange du jour. Moi, ça me fait penser à un esprit un peu communautaire, mais pas dans le sens péjoratif du terme, hein, parce que tu vois, on parle des fermateurs, des fair buddies, c'est ça? Exactement. Il y a tout un langage. Est-ce que du coup ça c'est écrit aussi, de se dire voilà, on veut aller vers un esprit communautaire où tu rentres chez Fermat, t'es un fermateur, tu vois, j'ai un rôle. Je suis dans un écosystème interne. Moi, c'est ce que je perçois de l'externe. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est voulu, j'imagine? Ouais, bien sûr que c'est voulu. L'idée, c'est que, tu vois, au maximum, les personnes, elles puissent s'imprégner de notre culture, être bien dans leur job, prendre aussi rapidement leur job en main. Donc, ouais, je te dirais que ça fait partie de ça. Je suis pas sûre d'avoir bien répondu à la question, mais si, ça me semble bien. C'est toujours ma tendance à l'emballement, pardon. Et alors du coup, si on revient au sujet de la mission et des valeurs, est-ce que pour toi c'est quelque chose qui revient souvent sur les entretiens? C'est-à-dire est-ce que c'est vraiment un levier dans votre performance aussi à recruter, à fidéliser, tu vois, quel est l'impact de ce point de vue-là? Encore une fois, je sais que c'est difficile. La mission, elle a un impact direct sur l'attractivité parce que déjà notre mission, comme je te le disais, elle est unique. Et en vrai, c'est une belle mission. Tu vois, on est là pour recycler un déchet et donner une seconde vie. Donc en plus, on a ce côté, j'ai envie de dire un peu sexy de la conception de produit derrière. Et donc je trouve ça très chouette et les gens sont vraiment attirés par cette mission et parce que on fait un truc cool. On fait un truc cool parce que on est une start-up industrielle et en même temps cool parce que ce qu'on fait ça a du sens quoi. Donc ouais, clairement, c'est un levier d'attractivité hyper important pour nous et en même temps un levier de fidélisation parce que c'est vraiment la première raison qui revient de ce pourquoi les personnes nous ont rejoints. Ah, ok.
hyper intéressant. Et vous la voyez pas, mais quand elle parle de la mission de Fermat, elle a presque les yeux qui brillent et les mains qui s'agitent. Donc en tout cas, on voit que, enfin moi je le vois, vous non, mais on voit que c'est incarné. Et du coup, est-ce que toi tu partagerais, est-ce que tu voudrais partager des conseils auprès des entreprises qui voudraient renforcer un peu leur culture au profit de la performance RH? Et j'ai une autre question. Ouais. Pareil. Pardon, celle-là n'était pas prévue, je sors complètement du cadre. Mon autre question, c'est comment est-ce que c'est porté? Tu vois, parce que c'est un sujet global, tu vois, c'est un sujet aussi porté, incarné dans la culture. Il y a aussi le fondateur, bien sûr. le fondateur, enfin, tu vois. Donc, d'où ça démarre? En fait, je préfère qu'on commence par cette question, si tu es d'accord. Bien sûr, d'où ça démarre, mais en fait, tu as répondu à la question. Ça démarre du fondateur. Ouais. Donc ça, chez nous, ça démarre de Benjamin, en fait. Ouais. C'est lui qui impulse ça. Et c'est lui qui est porteur aussi de ce sujet, la culture de l'écrit, la culture du feedback. Tout ça, c'est des notions qu'il a voulu qu'on mette en place. Et clairement, il faut que ce soit porté par la direction. Et on parlait de conseils. Ça lève demander les conseils, mais pour moi, c'est le premier conseil à avoir. Il faut que, en fait, mes 2 conseils que je donnerais sur la culture d'entreprise, c'est que, bien entendu, ça doit être porté par la direction, mais c'est pas juste tu dis OK, nous on a décidé d'être transparent. Bah non, c'est pas ça en fait. Il faut que ce soit quand même représentatif de ce qui se passe au quotidien, et c'est pour ça que je dis que la culture elle est unique. En fait, il faut pas chercher à faire comme les autres, mais juste se poser la question de OK, en interne, comment ça se passe en fait? Comment les gens travaillent, comment sont les relations au quotidien, qu'est-ce qu'on fait en fait, et juste partir de l'existant. Et pour moi, c'est comme ça que tu arrives à la bâtir et du coup à mettre vraiment des mots sur ta culture. Et chaque culture de boîte est unique. Il doit pas y en avoir 2 qui se ressemblent, tu vois. C'est pas parce que ton voisin ou l'autre start-up à côté, bah elle a des valeurs, elles ont des valeurs, enfin elle a des valeurs qui sont trop cool que toi tu dois avoir les mêmes, parce qu'en fait non. Tu n'es pas cette boîte, enfin, mais comme n'importe qui, je suis pas Jason, je suis pas Claire, et du coup, je suis moi-même. Et pour une boîte, c'est la même chose. Et du coup, parce que vous avez plusieurs sites, tu vois, donc il peut y avoir aussi une notion de sous-culture. Exactement. Ouais, et ça, je pense que c'est... Ce qui est normal, hein. Enfin, bah bien sûr, on n'y échappe pas. Hein. Et pour moi, il y a la culture qui est vraiment... générale, et oui, forcément, en fait. Quoi, les grandes valeurs. Il y a forcément des sous-cultures. Aujourd'hui, on a quand même plusieurs sites. Là, on est en train d'ouvrir les US. Là, on est à Nantes. Là, on est à Nantes, qui est notre usine. Donc forcément, oui, c'est il y a forcément des spécificités en fonction de la localisation, c'est sûr. Ah, il y a des sous-cultures qui cohabitent après, tant qu'elles cohabitent bien. Exactement. Mais c'est un vrai challenge. Je pense qu'aujourd'hui, on le sent pas encore énormément parce que l'usine a toujours été intégrée dès le début. Clairement, on est à taille humaine, mais c'est sûr que demain, quand on sera 500, 1000, qu'on n'aura pas que les US qui seront ouverts, parce que là, on parle de culture d'entreprise, mais à l'international, il y a aussi des cultures qui sont complètement différentes. Ouais, des cultures personnelles, des cultures... Bien sûr. Il y a aussi la notion d'empreinte culturelle, mais d'empreinte, comment dire, juridique. Ouais. Tu vois, le cadre est pas le même. Enfin, c'est un plein. Bah, bien sûr. Et ce sujet-là, d'ailleurs, on en parle avec Catherine, qui est mon invitée juste après votre série. Trop bien. C'est hyper intéressant parce que justement, elle parle de justement comment tu gères, en fait, quand t'es DRH dans un contexte international, et comment tu fais, tu sais, l'équilibriste entre deux, voilà, pardon, c'était de l'autopromo, c'était la minute autopromo de l'épisode. Mais ça me fait rebondir dessus parce que c'est des vrais défis quand t'es RH au milieu de ça, quoi. Enfin, c'est clair. Est-ce que toi, tu vois d'autres choses que t'as envie de partager? Est-ce que... Ouais, moi, il y a une chose que j'ai quand même envie de partager aujourd'hui. Enfin là, on a beaucoup parlé de comment on implémente la culture et comment on la vit au quotidien. Et nous, on a quand même une capacité à pouvoir la mesurer. En fait, on a mis en place ce qu'on appelle des pulse surveys. En fait, c'est des questionnaires qu'on envoie à nos formateurs tous les mois, et aussi des compagnies surveys. Et dans les questions, tu as aussi des questions sur nos valeurs, sur comment ça fonctionne, sur nos rituels, sur notre culture. Et donc on le mesure grâce à ça, en fait.
Et du coup, ouais, je trouve que c'est vraiment une bonne pratique. On parlait de conseils tout à l'heure. Bah, je pense que c'est un super conseil pour les boîtes. Ouais, puis ça vous permet de capitaliser sur des retours qui soient tangibles, de la faire adapter et puis de voir sur du long terme, en fait. Ouais, complètement. Trop bien. Et donc, les enquêtes, c'est tous les mois, tu dis? Tous les mois. Mais tous les mois, pour chaque collaborateur, remplit l'enquête tous les mois? Ouais, tout à fait. Ah ouais. Après, c'est très court, hein, c'est 8 questions max. Il faut pas que ce soit plus, parce que sinon... moi, j'imaginais, tu sais, l'enquête à la Great Place to Work, là. Non. L'enquête à 400 questions. Enfin, je dénigre pas du tout, mais dans ma tête, j'imaginais ça. Ouais, non, clairement. Clairement pas. C'est vraiment c'est un questionnaire qui doit prendre 1 minute, pas plus. Donc voilà. Par contre, les compagnies surveillent qu'on met en place tous les 6 mois, là, c'est un peu plus poussé. Et du coup, on va un peu plus dans le détail côté culturel. Ok, mais tu vois, c'est hyper intéressant parce que en fait, dans votre culture, il y a vraiment une culture aussi de la mesure en fait. Ouais. Mais qui vient encore une fois de cette partie indus, je pense, de voilà, on va chercher la perf et on améliore que ce qu'on mesure, mais c'est hyper intéressant. Exactement. Et aussi, je dirais qu'il faut vraiment impliquer tout le monde. Et, tu vois, on a encore refait un travail au dernier séminaire sur nos valeurs et comment elles se traduisent concrètement dans le quotidien. Et pourtant, ça fait maintenant 3 ans qu'on existe. Les valeurs, elles ont quasiment pas changé. On avait déjà fait l'exercice, mais là, tu vois qu'on a une très belle croissance l'année dernière, et donc là, on trouvait quand même pertinent, de refaire l'exercice. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de pouvoir traduire concrètement les comportements de nos valeurs, en fait. Okay. C'est-à-dire, dans le pragmatisme, ok, mais ça veut dire quoi au quotidien, être pragmatique chez Fermat? Et donc voilà. Trop bien. Écoute, c'était hyper intéressant. Ouais, carrément, j'ai adoré. Heureusement que tu as rajouté, heureusement que tu m'as rappelé à l'ordre en disant tac, on n'a pas parlé de la mesure. En plus, ça me ressemble pas, parce que c'est des sujets, tu sais, la mesure, la perf, tout ça. Mais en tout cas, merci pour ça. C'était trop bien. Moi, j'ai appris plein de trucs. Je pense que vous, avec vos AirPods dans les oreilles aussi. On retrouve Jason pour le prochain épisode. Donc ouais. Yes. Mais merci encore. Et on aborde un sujet vraiment peu répandu avec Jason. On va parler de la fonction, le partage en tout cas de la fonction recrutement. C'est un super sujet. Ouais. Donc j'ai hâte d'écouter ce podcast. Bon. Enfilez-vous AirPod et puis on se retrouve donc lundi avec Jason. Merci Lucie. Merci à toi. Salut. Et oui, nous voilà déjà à la fin de l'épisode, mais merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'était Claire Tenaillot, fondatrice de BeWanted. Vous avez aimé ? Bon, pas de panique, c'est que la fin du 2e épisode. Retrouvez-nous lundi pour l'épisode 3. En attendant, pensez à vous abonner pour ne rien manquer et laisser un avis 5 étoiles pour donner de la visibilité au podcast. On se retrouve lundi.